Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour le Ultimate Book Tag. Un tag un petit peu pour changer puisque j'étais censée vous faire une vidéo, un vlog de série. Malheureusement, je n'ai pas commencé de série intégrale récemment. Je suis complètement à la bourre dans mes lectures du mois de novembre. On est le 23 et je n'ai lu qu'un seul de mes 7 romans prévus, enfin de mes 7 livres prévus pour ma palle des cartes du mois de novembre. Donc ça pue. Je ne suis pas dans une forme olympique. Je pense que je commence à tomber malade depuis hier soir, je dirais. Donc, vous pardonnerez mon manque de clarté, peut-être, parfois. Je risque de bafouiller encore plus que d'habitude. Mais je suis motivée pour vous faire ce tag qui compte, si je ne me trompe pas, et si j'arrive à lire 9 questions, que j'ai toutes notées sur mon carnet pour ne pas en oublier. Et en gros, ce tag a pour but que je vous recommande, ou pas, des titres en fonction de certains critères. Vous êtes prêts? C'est parti. La première question, c'est quel est le livre que je recommanderais toujours? Je pense que on peut dire assez facilement que ça correspond à peu près à mon livre préféré. Ça me paraît assez évident. Enfin, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, mon roman préféré et celui que je recommanderais toujours, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je vais essayer de vous faire les résumés des bouquins dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de manière assez concise, parce que comme je vous l'ai dit, je me sens pas très bien. Donc on va essayer de faire une vidéo courte que je n'aurai pas besoin de beaucoup monter pour vous l'uploader ce soir, dans 3 heures. Donc, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est une histoire d'amour, c'est un classique, on va dire contemporain. Il n'y a pas de fantaisie dans cette histoire, c'est vraiment un classique de la littérature britannique écrit par Jane Austen. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre de Elizabeth Bennet, qui est la seconde de 5 sœurs, qui vit dans une famille plutôt bourgeoise et dont la mère a pour unique but de bien marier ses filles. Un beau jour, un riche voisin va venir s'installer dans la résidence, la grande résidence du village dans lequel, de la ville, du village, dans laquelle vivent les Bennet. Et Madame Bennet va tenter, coûte que coûte, de faire en sorte que Monsieur Bingley, qui est leur nouveau voisin, épouse l'une de ses filles. En l'occurrence, tant qu'à faire, l'aînée, Jane. Ça tombe très bien, ils vont tomber amoureux, c'est magnifique, c'est formidable, mais les circonstances et la famille Bennet, particulièrement les plus jeunes sœurs et la mère étant qui elles sont, tout ne va pas se passer comme prévu. Ça s'appelle Orgueil et Préjugés parce que c'est bourré de clichés que les personnages, de préjugés que les personnages ont les uns envers les autres. Leur côté orgueilleux, évidemment, est bien mis en avant et c'est bourré d'humour comme toutes les histoires de Jane Austen, ou presque. Il y en a certaines qui sont plus drôles que d'autres. Mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. On a un book boyfriend absolument indétrônable dans la personne de Fitzwilliam Darcy. Voilà. Je vous conseille vraiment de tout cœur cette histoire. Ça se lit très facilement. C'est pas très long. Ouais, c'est ça. Une taille plutôt classique pour un roman. C'est ni trop long ni trop court. Le style est pas pompeux, c'est du classique, donc c'est légèrement plus fleuri qu'un style moderne, mais c'est très facile à comprendre et ouais, c'est vraiment ce petit côté charme du récit classique romantique qui se moque de la bonne société britannique de l'époque, que j'adore et que je recommanderais donc toujours. La deuxième question, c'est quel serait le livre que je recommanderais si nous avions les mêmes goûts? Alors, étant donné que mon genre préféré c'est la fantasy et que mon sous-genre préféré c'est la fantasy romance, je dirais que, en dehors d'Orgueil et Préjugés, qui est mon roman préféré de tous les temps et qui n'aura probablement jamais d'égal dans sa catégorie, parce que je suis pas sûre que j'aimerais un jour un classique autant que j'ai aimé Orgueil et Préjugés et que j'aime encore Orgueil et Préjugés, il faudrait que je trouve donc un roman de fantasy romance que j'ai adoré et que je recommanderais systématiquement si on avait les mêmes goûts. Je pense que je vais partir sur un TJ Klune et lequel? La maison au milieu de la mer céruléenne. Parce que j'ai autant aimé
sous la porte qui chuchote, mais pas pour les mêmes raisons. Et je pense que La maison au milieu de la mer céruléenne est un condensé de tout ce que j'aime dans un roman. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'un employé d'un service public qui a pour vocation de surveiller les dotations de l'État en direction de certains autres établissements. En l'occurrence, notre héros, lui, il a pour mission de se rendre dans un orphelinat, dans un refuge, pour vérifier que les enfants qui y ont été accueillis sont bien traités et ne représentent pas une menace pour eux-mêmes et pour les autres. Parce que c'est un établissement particulier, bourré d'enfants particuliers, avec un directeur particulier. Et c'est une histoire qui va parler d'amour, mais d'amour dans le sens large du terme, pas seulement de l'amour romantique, de la petite vie triste qu'on peut mener sans s'en rendre compte, même si c'est une vie qui nous convient, et des personnes qu'on rencontre dans notre vie et qui vont la changer à tout jamais, pour le meilleur, et pas pour le pire, qui vont nous faire ouvrir les yeux et qui vont nous permettre de nous rendre compte que notre cage thoracique n'est jamais assez grande pour contenir autant d'amour, et comme je l'ai dit, pas seulement l'amour romantique. C'est bourré de plein de personnages différents, le style de l'auteur est phénoménal, c'est tendre, c'est bien écrit, c'est touchant et sensible, bourré de sensibilité. Je vous conseille vraiment cette histoire si vous aimez la fantasy. Alors le côté romantasy, pas vraiment, parce que quand je dis romantasy, en général, je pense sexy, donc avec des scènes de fesses. Là, il n'y en a pas dans La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est une cozy fantasy, donc quelque chose de plus, comment dire, léger, mais avec quand même des sujets lourds et importants à traiter. Je pense que si on a les mêmes goûts, si vous voyez passer pas mal de bouquins que vous avez appréciés et que j'ai apprécié aussi dans mes vidéos, je pense que vous pourriez apprécier La maison au milieu de la mer céruléenne, sachant que c'est un récit qui prend son temps. Voilà. Donc il faut s'accrocher un petit peu au début. Alors moi j'ai pas eu besoin de m'accrocher, j'ai tout de suite plongé dans l'histoire, mais je sais que ça peut être un peu long à se mettre en place. Si jamais vous n'aimez pas trop, vous aimez bien rentrer tout de suite dans le vif de l'action, ce sera pas le cas avec ce roman, mais je pense que vous auriez beaucoup à y gagner si vous le tentiez quand même. La question 3, c'est quel serait un livre que j'adore, mais que je ne recommanderais pas? Alors j'ai rédigé les questions, je les ai copiées avant-hier ou hier, je ne sais plus. Donc je me souviens à peu près des questions, mais je n'ai pas du tout réfléchi à mes réponses. Et c'est ça qui va faire que cette vidéo va être plus longue à monter que prévu. C'est parce que je vais devoir couper les gros moments de blanc où je réfléchis à ma réponse. Donc, un livre que j'ai adoré mais que je ne recommanderais pas. Voyons voir. Alors, bon, j'ai trouvé ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai dû regarder dans mon fil Livre Addict pour essayer de trouver une idée. J'ai pris le premier qui me venait sous les yeux parce que c'est plus simple. J'avais pas forcément envie de chercher très longtemps. Un livre que j'ai adoré à l'époque et je sais très bien que si je le relisais aujourd'hui, je l'aimerais pas autant et que je ne recommanderais pas, c'est... Attention, vous n'êtes pas prêts. 50 nuances de Grey de E.L. James. J'ai une nostalgie particulière pour ce titre, pour la série en entier, mais particulièrement pour le tome 1. Il faut que je vous explique le contexte. Avant d'être publié chez son éditeur original, E.L. James a écrit une fanfiction sur un site quelconque, je ne sais pas lequel, qui a été traduite par un auteur ou une autrice de fanfiction français avec l'autorisation de E.L. James. Et cette fanfiction était pendant très longtemps sur le site fanfiction.net. À l'époque, j'écrivais moi-même des fanfictions, une en particulier dans l'univers de Twilight. Donc ça remonte à la fin du lycée, je dirais. Donc 2009, 2010, quelque chose comme ça. Et j'étais fascinée, bien joué moi-même,
J'étais accro à Twilight, c'était la meilleure série de tous les temps à mes yeux. Et j'ai un amour particulier pour cette saga. Mais 50 Shades, j'ai découvert cette histoire alors qu'elle n'était encore qu'une fanfiction de Twilight, puisque au départ c'était ça, c'était une fanfiction de Twilight. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire de 50 Shades, imaginez Bella à la place d'Anastasia et Edward à la place de Christian Grey. Et c'est comme ça qu'avait été écrite l'histoire à la base. C'était une fanfiction de Twilight. Donc je l'ai découverte sur le site fanfiction.net, puisqu'elle avait été traduite par l'un des membres de la communauté, qui le mettait en ligne, mais en mentionnant bien le nom de E.L. James. Il ou elle ne le publiait pas en son nom, ne le traduisait pas en son nom, hein. C'était bien quelqu'un qui l'avait adoré dans sa version originale et qui du coup le traduisait pour que d'autres puissent le lire en français. Je lisais pas en anglais à l'époque, beaucoup moins facilement qu'aujourd'hui. Donc j'étais ravie de découvrir cette histoire en français. Et quand le livre a été annoncé, quand E.L. James a été édité et traduite en français, je me suis ruée du coup sur la version définitive qui n'était plus une fanfiction de Twilight, même si on retrouve quand même énormément d'éléments dans la version définitive qui font penser à Twilight. Les parents adoptifs, le fait que l'un des deux parents soit médecin, le personnage torturé, la petite nana toute simple qui débarque dans un univers qui n'est pas du tout le sien, enfin voilà. Les frères et sœurs, enfin il y a énormément d'éléments qui se rapprochent beaucoup de Twilight, mais ce n'est plus le cas. Et donc 50 Shades, c'est un roman qui a beaucoup compté pour moi, enfin qui a beaucoup compté, pas qui a beaucoup compté, mais qui m'a beaucoup plu à l'époque, parce que c'était une fanfiction Twilight, et que du coup j'ai aussi réussi à apprécier quand c'en était plus une. Ça raconte l'histoire d'Anastasia Steele qui va se retrouver un jour à interviewer Christian Grey, qui est PDG d'une énorme entreprise. Elle se retrouve dans cette situation parce qu'elle remplace au pied levé sa colocataire qui est malade. Il va se passer un truc entre eux et Christian va proposer à Anna un contrat très particulier puisque Christian ne sait pas comment vivre une relation amoureuse classique. Il est dominant, et il ne vit que dans des relations dominant-soumises. Et donc il propose des contrats avec clause de confidentialité, etc. à toutes ces petites amies qui en fait ne sont pas vraiment des petites amies, mais vraiment des soumises. Donc on a pas mal de scènes de fesses et BDSM par-dessus le marché. Donc assez particulier, mais je vous ai donné le résumé, mais je pense pas que vous ayez vraiment besoin d'un résumé de 50 Shades. Voilà, donc c'est un livre que j'ai adoré, et malgré les nombreuses... la prose qui n'est pas de la... Enfin voilà, c'est mal écrit, c'est pas bien écrit, c'est pas bon, c'est pas... Voilà. Je pense que ce sera toujours un roman qui aura une petite place dans mon cœur, notamment à cause de ses débuts en tant que fanfiction de Twilight à l'époque, mais vraiment c'est pas un roman que je vous recommande. La question 4, c'est l'inverse. C'est quel livre je recommanderais même si moi je ne l'ai pas aimé. Et alors j'ai tout de suite trouvé ma réponse parce que c'est un livre que je pense je devrais relire avec un esprit plus ouvert peut-être. Le fait de l'avoir lu une première fois me permettra peut-être de passer outre certains détails qui m'avaient chiffonné à la première lecture. C'est La guerre du pavot de R.F. Kuang, l'autrice de Babel. Et j'ai tellement aimé Babel que j'ai envie d'aimer tout ce que l'autrice écrit. Donc je pense que je relirai La guerre du pavot. Malheureusement, la suite n'a pas encore été traduite par, je crois que c'est Actes Sud. D'ailleurs, je me demande si les droits n'ont pas été rachetés. Je crois que R.F. Kuang a racheté ses droits pour pouvoir les faire traduire sa série par une autre maison d'édition. Peut-être de Saxus, vu que Babel a été édité en français par de Saxus. Mais Poppy War, du coup, je le lirai probablement en VO cette fois-ci. Donc Poppy War, La guerre du pavot. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rin, je crois. Ça se passe en Asie, en Chine, au Japon, je ne sais plus. En Chine, je dirais en Chine. Et elle n'a pas d'avenir. C'est une fille d'une famille assez pauvre. Le seul avenir qu'elle pourrait éventuellement avoir, c'est si elle intègre une école militaire. Et pour cela, elle doit passer une épreuve, un examen écrit, je ne sais plus s'il y a une partie orale, enfin bref.
Et évidemment, personne ne croit qu'elle va y arriver, sauf qu'elle va y arriver. Donc elle va réussir à sortir de sa misère pour aller intégrer cette école militaire. Et on a une première partie du roman qui se déroule à l'école, et ensuite une deuxième partie qui se déroule pendant la guerre. Donc vraiment, on est dans le vif du sujet, et on assiste un petit peu entre la dichotomie qu'il y a entre la pratique, enfin la théorie et la pratique, et toutes les horreurs qui peuvent être engendrées par la guerre. Il y a quelques éléments au niveau de la façon dont c'était raconté, pas du style de l'autrice, mais la construction de son récit plutôt, qui m'avait un petit peu dérangée. Et j'en avais tellement entendu parler en bien que j'ai été très 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 déçue. D'ailleurs, je l'ai pas gardé et je n'avais aucune intention de lire la suite jusqu'à ce que je lise Babel. Donc, La Guerre du Pavot, c'est un roman que je vous recommanderais quand même, même si je ne l'ai pas aimé, parce que j'ai l'intention de le relire en espérant que cette fois-ci je l'aimerai plus. Voilà. Donc vraiment, lisez-le, c'est un récit qui est plein d'action, plein d'horreur. Faites attention, il y a énormément de trigger warning dans cette histoire. On assiste, il y a un chapitre en particulier qui est absolument horrible, qui a traumatisé tous les lecteurs. C'est la guerre, et l'autrice ne nous cache rien. Donc, et en plus, c'est basé sur des faits réels. Elle ne retranscrit tout ce qu'elle écrit n'est pas vrai, mais elle s'est servie d'éléments réels pour écrire son histoire. Donc, il y a certains passages, certaines descriptions qui sont véridiques, et c'est d'autant plus effrayant et tragique et dégueulasse. Donc, même si je n'ai pas aimé La Guerre du Pavot, je vous le recommande, et je vais me le recommander à moi-même pour le relire. La question 5, c'est quel livre j'aurais aimé qu'on me recommande plus tôt? Donc un livre qu'on m'a recommandé, que j'ai apprécié et que j'aurais adoré qu'on me présente plus tôt pour pouvoir le lire plus tôt. Alors, c'est difficile parce qu'en général c'est moi qui recommande les livres et pas l'inverse. Du coup j'arrive pas à choisir. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Alors, c'est un roman que j'ai lu il y a très longtemps. Je me souviens avoir enchaîné les tomes 1, 2 et 3. C'est L'âme du mal de Maxime Chatham. Ouais, je sais, pas du tout mon genre. C'est un polar horrifique, comme c'est si bien les écrire Maxime Chatham d'après ce que tout le monde dit. Moi, c'est le seul roman, enfin, la seule trilogie de l'auteur que j'ai jamais lu. L'âme du mal, c'est l'histoire d'un détective ou d'un policier, je ne sais plus, qui va se retrouver sur une enquête de meurtre en série, il me semble, qui va faire équipe avec je ne sais plus quelle nana pour tenter de démasquer le coupable. C'est bourré de descriptions ultra gore. C'est très sombre, ça fait flipper, et je l'ai adoré, mais j'aurais aimé qu'on me le recommande plus tôt, parce que je pense que si je l'avais lu plus tôt, il m'aurait encore plus marqué. Parce que là, aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que c'était vraiment horrible. Je me souviens à peu près de qui est coupable, mais je sais qu'il y a un préquel qui est paru par la suite. Et j'avais envie de le lire pendant un temps, et là, plus du tout. Franchement, l'histoire ne m'intéresse plus du tout. Et c'est dommage. Comme dit, je pense que si on me l'avait recommandé plus tôt dans ma vie, ce qui aurait été compliqué, puisque la personne qui m'a recommandé cette série, je la connaissais pas avant. Je l'ai rencontrée... Enfin, elle m'a recommandé cette série peu de temps après qu'on se soit rencontrés, donc ça aurait été difficile pour elle de me la recommander avant. Mais quelqu'un d'autre aurait peut-être pu me la recommander. Peu importe. C'est vraiment... c'est une série qui m'a marquée, parce que j'y pense encore de temps en temps, et peut-être qu'il faudrait que je la relise, mais c'est pas forcément mon genre de prédilection. Par contre, j'ai la version intégrale adaptée en bande dessinée. Et j'ai même l'illustrateur qui m'avait fait une dédicace au livre sur la place à Nancy, je crois, il y a quelques années. Ça remonte à, je sais pas, il y a au moins peut-être 8 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Oh, purée, ça fait super longtemps. Bref, donc je l'ai lu il y a une dizaine d'années, je dirais. Ça doit être à peu près ça. Donc c'était vraiment chouette. C'est très gore, hein. Attention si vous êtes sensible. Par contre, si vous aimez l'horreur et les enquêtes et la plongée dans le psychisme et les horreurs qu'est capable de produire le cerveau humain, allez-y. Et effectivement, je pense que si on m'avait recommandé cette série plus tôt, alors deux choses. Soit
elle m'aurait traumatisée, j'aurais adoré, mais elle m'aurait traumatisée, soit elle m'aurait traumatisée tout court. Et j'aurais pas aimé. Je pense que ça aurait été l'un ou l'autre. Mais elle m'aurait plus marqué si je l'avais lu plus jeune. Donc je pense que c'est cette série-là dont je vous parle. Je vous en ai parlé. C'est pas je pense, je sais, je viens de le faire. Voilà. Mais pour répondre à cette question, je pense que c'était la meilleure option. La question 6, c'est quel livre d'un auteur que je recommanderais toujours est-ce que je recommanderais le plus? Donc un auteur dont je parle tout le temps, un de mes auteurs favoris, quel est son livre que je recommanderais le plus parmi tous ceux qu'il a écrits, il ou elle? Alors, j'ai choisi de partir sur un roman de Virginie Grimaldi parce que j'ai pensé à d'autres auteurs, Thibault Lati-Nicolas, Les Bardugo, mais Thibault Lati-Nicolas n'a écrit que la série Chevauche-Brume, donc c'est compliqué pour moi de vous suggérer plus un tome qu'un autre, voilà. Et Les Bardugo a écrit d'autres choses, mais je n'ai lu que l'univers Grisha et la 9e maison. Enfin, la duologie pour l'instant, la 9e maison. Donc, à l'externe. Ça me paraît pas juste vraiment de vous proposer de lire un de ces titres en particulier d'un de ces auteurs. Par contre, Virginie Grimaldi, j'en ai lu plus, enfin plus en quantité, je sais pas, je suis pas sûre que j'ai lu plus de livres de Virginie Grimaldi que de livres de Les Bardugo par exemple, mais qui ne font pas partie d'une série, oui. Et le roman donc de Virginie Grimaldi que je vais vous conseiller le plus, celui dont je parle le plus, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. C'est le premier roman de Virginie Grimaldi que j'ai découvert, pas le premier qu'elle a écrit, mais le premier que j'ai découvert. Et il m'a fait sangloter à la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un des talents de Virginie Grimaldi, je trouve. Elle nous raconte une histoire avec ses hauts, ses bas. On passe du rire aux larmes à chaque fois. Et elle réussit à la fin à nous étonner par une pirouette totalement inattendue et en général particulièrement émouvante. Et là vraiment je m'attendais pas à ça, d'autant que comme c'était le premier roman de l'autrice que je découvrais, je connaissais pas son style, je ne connaissais pas cette habitude qu'elle a de retourner un petit peu les histoires ou d'intégrer des éléments dont elle avait semé les indices au fur et à mesure mais qu'on n'a pas repéré parce que on n'est pas habitué à sa plume. Tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout plaqué pour venir travailler dans un établissement pour personnes âgées, un EHPAD. Et on va suivre un petit peu son quotidien dans son travail, donc d'aide-soignante, il me semble, avec ces personnes âgées qui sont parfois très seules ou très entourées. Et l'histoire, c'est presque juste ça, j'ai envie de dire. C'était incroyable. J'ai beaucoup de mal avec les histoires qui parlent de personnes âgées en général parce que j'ai un problème avec le concept de mort et avec le concept de voir les gens que j'aime vieillir et mourir. C'est surtout ça en fait. J'ai pas vraiment un problème avec la mort. J'ai un problème avec l'idée de voir les gens que j'aime vieillir et mourir. Donc, c'était un peu angoissant pour moi de me plonger dans cette histoire et j'ai adoré. C'était phénoménal. Si je ne devais conseiller qu'un roman de Virginie Grimaldi, ce serait celui-là. Mais tous les autres, je ne les ai pas tous lus, mais tous ceux que j'ai lus, je pense que j'ai dû en lire 4 ou 5 au total, vous pouvez y aller les yeux fermés. Lisez-les tous. Lisez tous les romans de Virginie Grimaldi, ils sont incroyables. Mais particulièrement, Tu comprendras quand tu seras plus grande, il est génial. La question 7, c'est quel livre j'aimerais que les gens recommandent plus souvent? Alors, je vais dire Chevauche-Brume de Thibault Lati-Nicolas. Je suis obligée. C'est mon roman de fantasy française préféré. J'espère que je dis pas de bêtises quand je dis ça. Mais je crois pas. Fantasy française. High fantasy française. Il y a plusieurs sous-genres dans la fantasy. On va dire mon roman de high fantasy française préféré, ma trilogie, ma série de romans high fantasy français préférés. Lisez Chevauche-Brume de Thibault Lati-Nicolas. Et j'aimerais tellement que plus de gens en parlent, que plus de gens fassent la promotion de cet ouvrage et de cet auteur qui est absolument phénoménal. C'est l'histoire d'un groupe de la garde royale dans un univers qui semble assez familier mais qui est totalement inventé. C'est un univers de fantasy. Le roi envoie une partie de ses gardes, une troupe de ses gardes, aux frontières du royaume, puisqu'il y a une brume
qui a surgi d'on ne sait pas où et dont des créatures émergent et dévorent tout sur leur passage. Donc nos chevaliers sont envoyés là-bas pour essayer de tenter de comprendre ce qui se passe. Ça s'appelle Chevauche-Brume pour une raison qu'on va découvrir à la fin du tome 1. C'est une série en 3 tomes dans laquelle on va suivre les aventures du coup de ces chevaliers, de cette bande d'amis, malgré les différences qui les opposent. On va découvrir d'autres clans, d'autres endroits du royaume, des royaumes voisins avec différentes cultures, différents idéaux aussi. On va assister à des scènes de bataille, à la mort déchirante de plusieurs personnages. C'est de la high fantasy, hein, donc voilà. On a des créatures fabuleuses. Enfin, ce roman et cette série et la plume de l'auteur, pour couronner le tout, est absolument phénoménal. Donc, j'aimerais vraiment que plus de gens lisent cette série et recommandent cette série, Chevauche-Brume de Thibault Lati-Nicolas. La question 8, c'est quel livre qui m'a été recommandé à moi, je recommande le plus par la suite? Je sais pas. Comme dit, en général, c'est plutôt moi qui recommande les livres, du coup, c'est compliqué, c'est rare qu'on me recommande des livres. En fait, c'est surtout rare que je suive les recommandations des gens qui me recommandent les livres, parce que j'ai déjà tellement de titres à lire dans ma palle. Voyons voir. Alors, je vais vous parler d'une série. C'est un peu spécial parce que j'ai lu le tome 1 de moi-même, donc on m'a pas forcément recommandé le tome 1. En revanche, on m'a très fortement recommandé de lire la suite à plusieurs reprises, et ça m'a pris un temps monstrueux pour terminer cette première trilogie. Je parle de Red Rising de Pierce Brown. J'ai lu le tome 1 il y a plusieurs années, je l'ai adoré, pourtant c'est de la science-fiction. Et nous savons tous ici sur cette chaîne, au vu d'un vlog récemment publié, que la science-fiction et moi c'est pas tellement ça. Mais c'est une science-fiction qui est écrite comme une fantaisie martiale, une fantaisie militaire. Et la fantaisie, on sait que c'est mon genre préféré. À partir du moment où il y a un peu de politique, où il y a de la stratégie, que c'est militaire, ça me plaît à fond. Et là, pour le coup, à part le fait que ça se déroule dans l'espace, il n'y a pas grand-chose, et les technologies, et voilà, hein, mais il n'y a pas grand-chose qui différencie cette série d'une série de fantasy. Donc, je vais vous dire Red Rising, c'est une histoire dans laquelle on va faire la rencontre de Darrow, qui fait partie des Rouges, dans un univers où les gens sont divisés en castes de couleurs, avec les rouges tout en bas et les or tout en haut. Et les rouges sont sur Mars, ils minent la planète pour tenter de récolter de l'hélium-3, qui devrait normalement servir à terraformer les autres planètes du système solaire pour que la population puisse s'échapper de la planète Terre qui est en train de mourir. Seulement, la femme de Darrow va se sacrifier pour tenter de faire réagir son mari. Et Darrow va ainsi découvrir que ça fait belle lurette que les planètes ont été terraformées et que globalement, les rouges sont simplement gardés en esclaves et que les ors vivent très très bien leur vie, enfin même toutes les autres couleurs presque, vivent très bien leur vie en dehors de la planète Terre et des mines de Mars. Et du coup, pour se venger, il va tenter d'intégrer le clan des ors pour les détruire de l'intérieur. C'est une série absolument phénoménale. Je ne pense pas que je lirai la deuxième série prochainement, peut-être même jamais, parce que c'est pas une histoire qui m'intéresse au-delà de ce que j'en ai lu. La première trilogie permet de clôturer un arc. Disons qu'à la fin de cette série, enfin de cette première trilogie, on a gagné une bataille, mais pas forcément gagné la guerre. Mais je trouve que l'histoire se termine suffisamment clairement pour qu'il n'y ait pas forcément besoin d'avoir une suite. La suite apparemment est aussi bien que la première série, je n'en doute pas, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Cependant, ça m'a pris très longtemps de sortir Golden Sun qui est le tome 2 et Morning Star qui est le tome 3 de ma pile à lire, et c'est Diane qui m'a incité fortement à finir cette série parce qu'elle l'avait adorée. Donc même si le tome 1 ne m'a pas été recommandé, la suite m'a été recommandée. Donc je pense que c'est de cette série-là que je parle le plus.
parmi les livres qui m'ont été recommandés, parce que comme dit, il n'y en a pas tellement qui me sont recommandés et que je lis effectivement. Donc je pense que c'est vraiment cette série-là qui répond le mieux à cette question. Et la dernière question, c'est quel livre que tout le monde recommande, je ne recommanderais pas? Alors, Poppy War par exemple, ça rentrait un petit peu dans cette catégorie, mais là c'est plus trop le cas. Un livre que tout le monde recommande et que moi je ne recommanderais pas. Alors, je pense à Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, je crois, c'est ça son nom. J'ai apprécié cette histoire, mais je la recommanderais pas forcément à cause de son aspect répétitif. Dans cette histoire, il y a un café qui, si vous vous asseyez à la bonne table, à la bonne chaise, que vous commandez un café, vous allez retourner dans le passé. Et vous allez revivre une scène de votre passé qui s'est déroulée dans ce café. À une période, on ne sait pas trop laquelle, c'est un peu... Je me souviens plus si c'est prédéterminé ou si ça dépend de quelque chose, un élément particulier. Mais ça vous permet de retourner dans le passé. Et dans ce premier tome, je ne sais plus s'il y en a 3 ou 4 personnages. Alors il y a plusieurs personnages différents, il y a les propriétaires du café, et puis les habitués, et les gens qui gravitent autour d'eux. Donc on va les retrouver un petit peu tout au long de ce premier tome. Mais on a 3 ou 4 histoires différentes de gens qui, à un moment donné, vont avoir envie de s'installer à cette chaise pour retourner dans le passé. Retourner dans le passé ou aller dans le futur. Je ne sais plus si on peut aller dans le futur aussi. Je crois qu'on peut aller aussi dans le futur, j'ai l'impression. J'ai un petit doute maintenant. On voyage dans le temps d'une manière ou d'une autre. Le voyage dans le temps, en général, ça m'intéresse et c'est plutôt bien fait, je trouve, dans ce roman. Mais l'auteur a prévu d'en faire une série, je crois qu'il y a déjà 4 volumes qui sont sortis en version originale. Et je trouve que c'est trop répétitif, qu'il n'y a pas une trame assez solide pour que tout tienne bien ensemble. On est vraiment plus sur un recueil de nouvelles, vraiment, qu'un roman. Et je trouve qu'il n'est pas vendu comme ça, ce livre. Je trouve qu'il est vraiment vendu comme un roman, alors que ça fait plus recueil de nouvelles, sans... Alors, il y a toujours une connexion, ça se passe toujours au même endroit, donc forcément, on a des personnages qui reviennent, mais je trouve qu'il manque un vrai lien, quelque chose qui lie vraiment ces histoires les unes aux autres pour en faire une histoire complète. Et surtout, la trame est toujours la même. Quelqu'un entre dans le café, s'assoit, revit un moment dans l'histoire ou va vivre un moment du futur, je ne sais plus, et revient. Et ça s'arrête là. C'est beau, c'est bien écrit, c'est parfois triste, mélancolique et tout. Énormément de gens l'adorent. Je reconnais que c'est bien fait, mais ça manquait de substance pour moi. Donc c'est pas forcément un titre que je vous recommande. Même si tout le monde le recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également, vous, à répondre à ces questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!